Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Merci de nous rejoindre, surtout pour le 19e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur le handball avec la tombée de rideau sur les 24e championnats d'Afrique à Tunis. L'Algérie qui renoue avec le podium, alors que l'Égypte qui a remporté le titre en disposant de la Tunisie. On reviendra sur le championnat national de natation. Les habitués dictent leur loi. Dans une édition où il y a eu une très forte participation, biologie et sport. C'est le thème choisi cette fois-ci par le laboratoire scientifique de l'ESTS. Et puis volleyball, le NR Bourgeois s'impose dans l'affiche face au GS Pétrolier pour le compte de la deuxième journée de la division nationale masculine. Tout cela avec nos invités et le revenant Nordine Hani, notre consultant maison, qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine, vous nous avez manqué. Également, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est un plaisir de retrouver le plateau de Seconde Chrono, de vous retrouver Mourtal, de retrouver Abdallah, j'en parlais même s'il n'est pas encore présenté, et puis surtout de retrouver donc tous les inconditionnels de Seconde Chrono qui nous suivent depuis longtemps. Et Abdallah qui nous a fait le plaisir de nous accompagner durant cette Coupe d'Afrique des Nations, et c'était un honneur de le recevoir sur le plateau comme aujourd'hui. Abdallah, bonsoir et bonsoir. Merci encore une fois d'avoir vécu avec nous ce très joli moment de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était vraiment un plaisir, surtout que cette fin de compétition s'est conclue par un retour des Verts sur le podium. Je pense que c'est de bon augure pour l'avenir de cette discipline. Voilà, de bon augure, une troisième place acquise après la victoire face à une équipe angolaise. Que dire sur cette participation? Vous avez parlé, finalement vous êtes un fou, hein, vous avez parlé de titre. Ouais. Vous avez dit que les gens vont me traiter de fou. Si je vous dis que le titre allait être acquis, on n'était pas loin, on va dire. Oui, on est revenu avec un goût d'inachevé. Hein. Il manquait un petit chouïa pour que cette équipe algérienne fasse sensation. Déjà, être en troisième position, c'est une bonne chose. Depuis 2014, on jouait en bas, on a joué la 6e place, on a perdu contre le Gabon. Là, on se retrouve, on gagne tous nos matchs du premier tour. On fait de très beaux matchs contre l'Égypte et la Tunisie, les deux finalistes. On a perdu sur des détails. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Il y a maintenant du travail qui nous attend. Le plus important également, c'est l'engouement des Algériens. J'ai vu que les Algériens, malgré que les matchs n'étaient pas télévisés, donc les Algériens étaient derrière cette équipe nationale. Mon portable n'arrêtait pas de sonner, on essayait de nous avoir sur Facebook pour avoir le résultat. C'était toute l'Algérie qui était derrière. Ça, c'est une bonne chose pour le handball algérien, parce qu'on avait perdu un petit peu de cet engouement. Donc c'est une discipline qui revient en force, une discipline qui a montré qu'elle avait des jeunes talents. C'est une équipe jeune, une moyenne d'âge de 24-25 ans. Je pense qu'avec un travail plus approfondi, avec un choix maintenant dont la variante des joueurs, on n'a pas eu le temps, Alain Porte n'a pas eu le temps de bien prospecter au niveau des joueurs. Il y a des postes qui ont été dépourvus, il y a des joueurs qu'on n'a pas vus. Donc je pense qu'il y a tout un travail qui se fait, qui va se faire. C'est ce que nous a promis donc le président de la Fédération algérienne de handball après le match contre le Angola. J'espère qu'il tiendra parole. Et puis donc je sais que, regardez l'engouement des Algériens. Vous auriez vu le nombre d'Algériens qui sont venus après avoir appris qu'on allait jouer la demi-finale. Ils sont venus partout. Ils étaient là malgré des conditions. Et là, il faut ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a eu des conditions désastreuses. Hein. Et là, c'est un point noir. C'est une carte rouge pour les organisateurs tunisiens qui nous ont très mal accueillis. Je parle de nos supporters. Donc on les cantonnait dans un coin, on les faisait patienter pour rentrer, un seul guichet, donc des conditions
qu'eux n'ont pas vécu en 2014. Les portes étaient ouvertes pour les Tunisiens en 2014. C'est dommage. Mais la grande satisfaction, c'est que le handball revienne et que maintenant, il va falloir se mettre vraiment au travail. Il y a du travail à faire. Il y a maintenant une détection beaucoup plus approfondie. On est parti sans ailier gauche de métier. On regrette l'absence de Boudjna. Et il y en a d'autres. On a parlé d'un joueur, d'un ailier à Ain Touta. Il y en a d'autres. Il y a des joueurs. Maintenant, il va falloir prospecter, ramener beaucoup plus de joueurs. On va avoir la chance de faire le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques, même si on est tombé avec de grosses cylindrées. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas, on ne s'est pas frotté au quota mondial. Donc ça va être une bonne préparation pour le mondial. Donc je pense que tout est bénef. On peut dire qu'on est vraiment très content de ce qu'a fait l'Algérie. Abdallah, une troisième place derrière la Tunisie et l'Égypte qui a surpris la Tunisie tenante du titre et qui jouait chez elle, comme quoi tout est permis dans cette discipline, à savoir le handball. Une troisième place, une qualification mondiale et le droit de jouer les barrages. Résultat logique, selon vous? Résultat très logique, surtout par rapport au point qu'on a abordé avant ce début de compétition. On a parlé de la continuité de travail chez les Tunisiens et les Égyptiens. Par contre, nous, les 4 dernières années, c'était pratiquement un passage à vide, où l'équipe nationale a commencé à se préparer au mois de août. Chose qui est vraiment mieux que les 2 dernières éditions où on se préparait pratiquement un mois avant la compétition. Du coup, on voit que avec peu de préparation, on a pu avoir la 3e place. On a pu même rivaliser avec la Tunisie et l'Égypte. On menait en première mi-temps. On a eu certes quelques problèmes, quelques lacunes qui ont fait que les Tunisiens et les Égyptiens nous ont battus. Mais on a vu qu'avec peu de préparation, on a pu les déranger. Alors, qu'est-ce qui deviendra avec une meilleure condition? Ça, un travail à long terme. Un travail à long terme. Du coup, c'est comme a dit Hani, depuis maintenant, on doit déjà penser à 2022 et à 2024 qui sera ici en Algérie, qui sera une année olympique aussi. Du coup, je pense que c'est une très bonne chose. Revenir au mondial, revenir à un tournoi qualificatif au JO. On aura l'Allemagne, Suède, Slovénie. C'est des grandes nations dans le handball. Ça sera difficile, mais ça sera un bon tournoi. Oui, ça sera difficile, mais le plus important, c'est de jouer face à de telles nations. C'est comme ça que la Tunisie et l'Égypte ont élevé le niveau. C'est en jouant avec de telles nations. Et on a besoin de ça. Je pense qu'il faut vraiment surfer sur cette dynamique qui y aura avec ce tournoi qualificatif. Après, on aura le mondial. Juste après, il y aura les Jeux méditerranéens. Selon vous? Oui, bien sûr, la stabilité, bien sûr. Je pense que il n'y a pas mieux que d'avoir une stabilité dans tous les plans. Maintenant, je pense que le cadre technique aura plus de temps pour voir beaucoup plus de joueurs. Oui, bien sûr, chose qu'il n'a pas eu avant cette Coupe d'Afrique. Je pense vraiment qu'il y aura une vraie dynamique dans le handball algérien. Très bien, une vraie dynamique, c'est le son de cloche également des intervenants que vous allez avoir à l'instant. Ils font le bilan de cette participation. On les écoute au micro de Smaïl Belkaïdi, un autre envoyé spécial qu'on attend avec impatience. Il va arriver d'un moment à un autre. Les impressions. الأخيرة اللي قمنا بها اليوم ضد المنتخب الأنغولي تفوقنا على المنتخب الأنغولي. يعني حققنا المركز الثالث وهو يعني اللي راح يخلينا نلعبوا دورة تأهيلية لأولمبياد طوكيو. ولكن أهم شيء هو أنه المنتخب الجزائري الآن عاود رجع المكانة تاعو بين قوسين، لأن المنتخب الجزائري يعني نقدروا نديروا ما أكثر. ولكن الحمد لله الآن رانا مع أفضل 3 منتخبات في القارة الإفريقية. هذا اللي معروف على المنتخب الجزائري، وهذا اللي يخلينا نعمل أكثر وأكثر في الدورات القادمة باش نحسنوا من هذا المركز إن شاء الله. Le bilan il est positif parce qu'on est allé au-delà des objectifs. Je vais voir mes garçons monter sur le podium. Je suis très heureux pour eux parce qu'ils l'ont mérité, de par le travail qu'ils ont fait, de par leur talent aussi. Parce que des fois c'était difficile et on a eu un parcours difficile quand même. On a joué des bonnes équipes. Ce soir encore, on a été bousculé, on a été mené en deuxième mi-temps pour finalement finir plus fort que l'adversaire intelligemment avec une défense qui a changé. J'ai des joueurs qui sont à l'écoute, qui sont formidables. Et quand je pense qu'il y a des gens qui les critiquent des fois, en tant qu'hommes, c'est des gens, ils font tout pour leur pays. Je suis heureux pour eux qu'ils soient récompensés ce soir. Je pense que les objectifs de la Fédération algérienne de handball étaient clairs, c'était de se qualifier pour le championnat du monde. On l'a fait, c'était d'être parmi les 4 premiers au championnat d'Afrique
on l'a fait. Et on s'est dit qu'après les demi-finales, tout était possible. Et je pense que la troisième place est une place méritée pour l'équipe nationale. Je dirais qu'il faut persévérer dans le travail parce que on a atteint effectivement la troisième place, mais il ne faut plus descendre de cette place. Ah, c'est important ce qu'il dit, Habib Laban. Il ne faut plus descendre de cette troisième place. Donc, apparemment, en tant que premier responsable de l'instance fédérale, il a un programme en tête minimum sur 5 années. Il est obligé d'avoir un programme en tête. Bon, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait une direction technique nationale. J'ai eu un entretien avec Bechkor et avec Laban juste à la fin du match Angola. Maintenant, il faut associer les techniciens algériens. Il faut, à l'importe, à lui seul, je suis d'accord pour la stabilité d'à l'importe, mais il faut intégrer les entraîneurs algériens, les techniciens qui sont sur le terrain, qui connaissent leurs joueurs. Il faut qu'ils se rapprochent d'eux. Il est en train de jouer avec un nouveau système défensif. Il faut l'expliquer aux entraîneurs pour qu'ils puissent l'appliquer également au niveau de la compétition, parce que le championnat, il sert à quoi? Le championnat sert c'est une dynamique pour l'équipe nationale, donc il faut cette communication, chose qui n'existait pas avant. Habib Laban m'a promis qu'il allait partir dans ce sens, j'espère que ça va se faire. Karim Bechkor également. Il y a eu aussi également le problème de l'arbitrage, donc j'ai discuté avec les deux arbitres qui étaient présents. Ils font des mondiaux, ils font des championnats d'Afrique, il faut que leur expérience serve aux autres arbitres algériens. Vous avez vu le nombre de 2 minutes qu'on a eu, le nombre de cartons rouges qu'on a eu, c'est parce qu'on n'est pas adapté à l'arbitrage européen. Nos arbitres ne sont pas à la hauteur. Donc on joue un championnat où les arbitres sont tolérants et vous allez jouer une compétition et les joueurs sont surpris. Nous ne sommes pas beaucoup plus mis à jour. Ils ne sont pas mis à jour. Donc il faut utiliser également ces arbitres. Et ils sont d'accord, eux, pour être utilisés, pour donner ce qu'ils sont en train de recevoir de par la Fédération internationale, de par la Confédération. Il faut le donner à nos jeunes arbitres qui sont là, qui sont délaissés, qui n'ont pas... C'est tout ça, c'est tout un programme. Le programme, ce n'est pas uniquement de donner de la compétition à l'équipe nationale, de la préparation. Il faut également aller avec les jeunes catégories. L'Égypte n'est pas arrivée par hasard. Elle est championne du monde en U19. Elle a bien caché son jeu. Elle est troisième chez les U21, donc il y a tout un suivi. Nous, on a fait un mondial U21, regardez ce que ça a donné. La majorité sont des joueurs des U21, ils viennent des catégories des U21. Donc il faut continuer à travailler et travailler en profondeur avec des véritables acteurs qui sont, je le dirai toujours, les techniciens du handball. Il n'y a pas de secret pour réussir. Vous faites bien de parler et de citer cette équipe des U21. Eh bien pour parler et pour citer un très bel exemple, l'Espagne qui était présente ici, donc avec cette équipe des U21, elle a décroché le titre européen hier face à la Croatie 22-20. Avec pratiquement l'ossature de l'équipe des U21 qui était présente, avec 6 joueurs. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient présents ici à Alger. On voit qu'il y a pas mal d'équipes qui utilisent des joueurs qui étaient présents lors du dernier mondial ici à Alger, à l'instar du Danemark. Il y a même la France qui a 2 joueurs. La Slovénie qui a pratiquement la moitié de l'équipe qui ont rénové. La Hongrie aussi, également. Parce que qui a vraiment bâti une nouvelle équipe très très performante. Il n'y a pas de secret, c'est la formation qui fait, parce que des joueurs comme Berkous, c'est un très très grand joueur, mais il viendra le jour où il va s'arrêter. On a besoin d'un autre Berkous, on a besoin d'un autre Chahbour, un autre Briyah. C'est ça la continuité dans le travail. J'espère, Inch'Allah, que on se disait que depuis 2014, on va vraiment continuer sur la lancée de la Coupe d'Afrique. On ne l'a pas fait malheureusement. J'espère que cette fois-ci, on va vraiment se bouger. Plus que les Tunisiens et les Égyptiens, on doit être à la tête du continent africain. Oui, je pense que c'est la place de l'Algérie. L'Algérie doit vraiment être au sommet de l'Afrique et elle a les moyens de l'être. On ne jette pas des fleurs à notre pays. C'est vraiment une réalité. On voit l'engouement qu'il y a pour le handball. Les jeunes qui aiment faire du handball, même les moins jeunes qui font tout pour évoluer. Alors je pense que vraiment l'Algérie a tous les moyens pour être à la tête de ce continent. Voilà. Et moi je voudrais juste ajouter une chose, et là je m'adresse, parce que c'est vrai qu'il y a un travail de la fédération, mais il y a un travail de toute l'autorité algérienne. Moi je veux parler des infrastructures.
On a vu des salles en Tunisie, mais la salle de Radès, c'est une salle extraordinaire, c'est un bijou. On a besoin d'infrastructures comme ça. Ça aide aussi au développement du monde. Donc je lance un appel aussi, il nous faut des salles. Il nous faut des salles de handball. Voilà, un appel lancé au premier responsable du sport au niveau national, même à l'État algérien, puisqu'il s'agit de la deuxième discipline populaire en Algérie. Allez, on va revenir au handball et en attendant Smaïl Belkhadia, bien évidemment, le temps de passer à autre chose et surtout cette assemblée générale extraordinaire du comité olympique algérien. L'essentiel de cette assemblée, les images s'il vous plaît, c'est les 5 membres, 5 nouveaux membres qui ont intégré le bureau exécutif du comité olympique algérien lors de cette assemblée qui s'est déroulée en présence de 50 fédérations, dont 16 olympiques. Sur les 87 que compte l'Assemblée générale du comité olympique, les membres ont procédé au remplacement de 5 membres du bureau exécutif. Et il s'agit de Bouaoud Abdelmajid, président de la Fédération algérienne d'aviron et de canoë-kayak, Rabah Boualifi, président de la Fédération algérienne de basketball, Mustafa Lemouchi, président de la Fédération algérienne de volleyball, Ben Aloua Yazid, président de la Fédération algérienne de taekwondo, et Abdelzak Lazareg, président de la Fédération algérienne de tir sportif, en remplacement de Salim Raouf Barnaoui, président de la Fédération algérienne d'escrime, L'arbi Abdellaoui, président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Hakim Bouradou, président de la Fédération algérienne de natation, Sofiane Zahi, président de la Fédération algérienne de gymnastique, et Nabil Sadi, ex-président de la Fédération algérienne de boxe. On écoute à présent le président du comité olympique algérien, Mustafa Barraf, revenir sur cette assemblée générale au micro de notre ami Abdelaziz, qu'on retrouve avec grand plaisir. Je voudrais avant tout vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence notre assemblée générale extraordinaire et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme nous en avons préalablement informé, cette session extraordinaire a été organisée conformément aux articles 33 et 35 de nos statuts pour procéder au remplacement de certains membres du comité exécutif de notre institution olympique. Nous nous sommes engagés lors de l'élection au cours de laquelle vous nous avez confié les destinées du fonctionnement de notre association pour un mandat olympique, à respecter les statuts et les règlements adoptés par notre auguste Assemblée générale et approuvés par le CIO et la loi algérienne. De ce fait, nous sommes dans l'obligation de procéder au remplacement de 5 membres issus des fédérations nationales olympiques. Les concernés ont contrevenu à leurs obligations de présence par 5 fois, ce qui entraîne automatiquement cette mesure, en plus du fait que le règlement intérieur les oblige à satisfaire à leurs obligations statutaires. Je voudrais tout d'abord donc vous demander de bien vouloir me faire part de toute éventuelle opposition à cette disposition légale et réglementaire en demandant naturellement votre approbation. C'est une mesure formelle, informelle plutôt, mais qui est nécessaire. S'il y a quelqu'un qui est contre l'application des statuts et du règlement intérieur, il n'a qu'à le faire savoir maintenant. Il est nécessaire aujourd'hui pour tout le mouvement olympique et sportif algérien de s'organiser et d'unifier nos rangs. Vous conviendrez avec moi que nous devons aujourd'hui engager un processus réglementaire qui laisse supposer le retour à la sérénité que nous avons tant espéré. Notre institution doit retrouver l'unité et la fraternité qui ont fait sa force et sa renommée, car le Comité national olympique et sportif algérien a une renommée dans le monde entier. Et je pense qu'il est nécessaire maintenant de revenir à nos traditions de respect mutuel et d'hospitalité et de fraternité. Voilà, c'était le discours, un petit peu une partie de l'introduction de M. Mustafa Barraf au courant de cette Assemblée générale. Il faut savoir que le comité exécutif du COA est composé du président et de 14 membres élus par l'Assemblée générale, dont 2 de sexe féminin. Voilà.
Le plaisir de recevoir notre ami Ismaël Belkhaïdia, notre envoyé spécial à Tunis, qui nous a fait vibrer et fait vivre surtout ces forts moments d'émotion, la Coupe d'Afrique des Nations. Ismaël, marhaba bik. Je m'excuse pour le retard, mais ça va, ça s'est bien passé, vous venez d'arriver, donc oui. Une belle troisième place, beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'intensité. Et la présence de Canal Algérie pour la première fois. Oui, on a été aux côtés de cet événement. Et puis je crois qu'on a essayé de l'accompagner avec abnégation, beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on a vécu un bon moment, nous, en Tunisie, parce que je pense que beaucoup n'y croyaient pas beaucoup. Hein. Il peut donner peu de chance à cette équipe. C'était parti un peu dans l'inconnu, mais après, quand il y a le résultat, et puis bon, voilà, je pense qu'à la fin, on se retrouve avec beaucoup de motifs de satisfaction. Finalement, ça valait le coup de couvrir cet événement. Vous qui êtes habitué généralement au football, c'est votre première Coupe d'Afrique de handball? De handball, oui. Bon, sincèrement, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, bon, j'en ai pas fait aussi pour le football. Hein. Donc, c'est une première pour moi. Donc, j'ai l'habitude d'autres rencontres. Oui, mais... Mais ça s'est passé, oui. Non, mais toujours est-il qu'un tournoi, et puis, qui plus est, avec des... Moi, j'ai découvert d'abord... voilà, une découverte. Voilà, j'ai découvert d'abord le handball en Afrique. Parce que c'est important de le dire. Et puis la suprématie du handball maghrébin sur le continent africain, mais avec des surprises. Et là, moi, j'ai assisté avec mon ami Nordin à d'autres rencontres où il n'y avait pas l'Algérie, et on voit que quand même, ce qu'il a toujours dit, Nordin, hein, je pense qu'en tant que spécialiste en handball, il est mieux averti que moi, mais c'est vrai que les autres équipes arrivent, elles viennent. Elles sont en train de se préparer et d'apprendre. Pas sur leur laurier. Non. Elles ont fait appel à des techniciens étrangers, des techniciens de renom, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont l'habitude du terrain et qui sont en train de construire. Donc, dans, je pense, 4-6 ans, parce qu'on compte chaque 2 ans, je pense qu'on va avoir une belle canne de handball qui pourrait ravir. Eh bien, on ne va pas contester le football parce que la suprématie du sport roi est là, mais ça va quand même, en termes médiatiques, ça va titiller parce que je pense que l'événement a drainé. Bon, on parle déjà de droit, ça ne se faisait pas au handball avant, et donc c'est bien. Donc quand il y a droit, ça veut dire qu'il y a sponsor, qu'il y a des gens qui veulent voir. Et ça, c'est le premier acquis. Le deuxième acquis, d'abord, je crois on a vu des joueurs de niveau mondial. Pas africain, pas continental. Ça veut dire que moi j'ai vu certains entraîneurs au sortir des matchs, eh bien ils disaient il y a des joueurs qui pourraient jouer dans n'importe quelle équipe au monde. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau qui est en train de se hisser, et c'est bien aussi que le continent africain se met au handball qui, rappelons-le, nous a fait grandement plaisir et nous a mis pendant longtemps dans la hiérarchie du sport, enfin dans le handball. Donc voilà, faut pas seulement regarder le football. C'est ce que je vais retirer de cette CAN, c'est qu'il faut pas seulement aller vers le football. Enfin, on a récupéré un adepte. Non, je crois. On a récupéré un adepte. Non, mais c'est vrai, Nordin, c'est qu'on a perdu de vue un peu le handball depuis les années 80, depuis l'épopée de Aziz Daouas. On l'a perdu de vue, il est là. Bon, des fois, il revient par intermittence, mais on l'a perdu de vue. Là, j'ai redécouvert le sport qui nous emballait dans les années 80. On était jeunes. C'était un sport que l'on aimait voir avec plaisir. Oui. Et ça n'a pas changé. Même si cette Coupe d'Afrique des Nations, les premiers tours, il n'y a pas eu un grand public. Je sais que je parle beaucoup, mais bon. Non, justement, on veut avoir cet aspect, le journaliste qui était présent. Voilà. C'est pas seulement l'aspect technique, parce que je pourrais pas... L'aspect technique, les deux, on en parlait. Et voilà. Mais c'est surtout... Il manquait le vôtre. Ce que j'ai vu, il y a aussi la couverture médiatique. Il y a eu des gens, par exemple, qu'on voyait... Il y avait également une bataille sportive entre les journalistes algériens, tunisiens, marocains, égyptiens. Vous savez, on a eu quand même... Votre rôle. Il y a eu votre rôle. Oui, on a eu les coups des franches avec certaines chaînes, je ne vais pas les citer, pour ne pas faire de la publicité, mais bon, il a fallu batailler pour avoir les interviews, chose qui ne se faisait que dans le football.
Oui. Ben, c'est-à-dire que, bon, il y a quelques années, c'était en terrain conquis. On allait, bon, on prenait qui on voulait, on avait les interviews de qui on voulait. Ouais. Mais là, on a dû quand même batailler, on a dû shipper les joueurs, les techniciens. Et puis, bon, j'ai vu aussi des gens qui sont venus. Bon, j'ai vu un reporter d'une chaîne française venir couvrir tout l'événement, un spécial du handball, et qui connaît les joueurs un par un, il les cite par leur prénom, même nos joueurs. Donc c'est quelqu'un qui est très au fait. Donc ça veut dire que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans le monde du handball. Là, c'est, je pense, je parlais avant ton arrivée donc de la ruée des Algériens après le match du Maroc, comment ils ont. Public, oui. Comment qu'il est venu, comment qu'il. Alors là, le public, Nordine, c'est vrai qu'on a l'habitude, seule l'équipe nationale ou un grand match, on va dire, et encore, hein, mais seule l'équipe nationale de football drainer les départs. Et là, on a vu quand même des gens venir de très loin. Je ne sais pas si tu te souviens, on a vu des gars de Ouedsouf faire 750 km, non pas pour voir la demi-finale, parce que c'est quand même un événement. Mais tout le tournoi. Voir un match, je crois, le deuxième. C'était le match contre la Tunisie, contre l'Égypte. C'était le match contre l'Égypte, la demi-finale. Pas la demi-finale, non, je crois que c'était contre la Tunisie. Le Maroc. Le Maroc. Maroc, c'était notre troisième match. Troisième match, oui. C'est pratiquement sans enjeu. Sans enjeu, oui. Mais ils ont fait le déplacement. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a... Et puis, le match Algérie-Égypte, je vous dis, il y a eu la chaîne aux frontières, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Moi, on m'a appelé, réserve-moi des... Bon, je vais dire aussi, aussi quelque chose, il faut la souligner. Nos amis tunisiens nous ont habitués à mieux en termes d'organisation. Merci de confirmer ce que j'ai dit. Non, ça, sincèrement, hein, on a quand même, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, on a eu d'autres événements, des championnats de basketball. Sincèrement, on nous a habitués à beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup de couacs. Pas au début, parce qu'au début, c'est normal, il faut qu'attendre. C'est à partir du match Algérie-Tunisie. Mais voilà, juste je crois que l'équipe nationale, bon, pas sur l'aspect technique, mais ils ont vu venir l'équipe nationale et ils ont eu peur. On ne peut rien rajouter, Nordine Hani, c'est une aubaine pour l'État algérien pour donner un peu plus d'intérêt à cette discipline. Absolument. Donc, moi, j'aurais aimé que les matchs soient télévisés, c'est dommage. Donc, mais c'est vrai que c'est des sociétés qui prennent les droits et donc ils mettent des prix excessifs. Mais je pense que on n'était pas sûr que l'Algérie allait partir aussi loin. Sinon, je pense que les matchs auraient été télévisés. Mais on a réussi à donner l'information. Vous avez réussi à donner l'image. Vous avez réussi à donner l'image. Même avec nos portables, on envoyait des directs. Même si on se faisait réprimander, il y avait une surveillance terrible. C'était de bonne guerre. Non, mais pour parler de ça, de l'amour que les Algériens pour le handball, là on parle de l'équipe nationale. C'est tout à fait normal que les supporters fassent le déplacement pour voir leur équipe nationale. Il y en a des gens même, vous avez parlé de Ouedsouf, je connais des gens d'Oran qui ont fait par route jusqu'à Tunisie. Même des femmes. Oui. Là, on parle d'Algérie. Je vous donne un exemple. Lors du dernier championnat du monde organisé ici à Alger, c'était en finale, il n'y avait pas l'Algérie, il y avait un Danemark-Espagne. Il n'y avait pas l'Algérie, une salle Harsha pleine à craquer, alors que c'était des jeunes, des U21, ce n'était pas les stars du handball mondial. Du coup, là, je pense que ça donne l'envie et l'amour qu'ont les Algériens pour le handball. Pour cette discipline. Sans parler de la Coupe d'Afrique 2014 où il était difficile de franchir. Ceux qui étaient d'or, je pense qu'ils étaient plus que. Très bien. On va revenir en handball. Si vous permettez, on passe à autre chose, sans oublier les autres disciplines. Aujourd'hui, vous êtes des handballeurs. Nordine Hani a été joueur. Dès votre jeune âge, vous avez été certainement sélectionné, vous avez fait de l'athlétisme, du cross-country, après du handball, et il y avait des maîtres de PS à l'époque qui vous ont orienté, mais de nos jours, il y a une science, la biologie et le sport. Ça a suscité l'intérêt de l'ESTS, un petit l'ex-ISTS, donc l'Institut des sports et technologies des sports, pour donner plus de détails et attirer surtout les acteurs du sport vers cette spécialité de la médecine pour savoir
dès le jeune âge, comment orienter un jeune garçon ou une jeune fille pour une quelconque discipline. Reportage sur cette journée scientifique et on se retrouve juste après. Beaucoup d'entre nous inscrivent leurs bambins dans des écoles de sport, mais nombreux aussi ceux qui ignorent quelle discipline choisir selon la morphologie de leurs enfants. Le laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport de l'ESTS d'El Ibrahim, composé de scientifiques de renommée, apporte des réponses claires et simplifiées à travers une journée scientifique qui a pour thème biologie et sport. Cette journée scientifique est un peu spécifique. Elle est en relation avec la biométrie humaine et son rôle dans le sport de haut niveau. Comment doit-on choisir les athlètes? Comment doit-on les préparer? Comment les faire aboutir pour avoir des médailles, pour être champion olympique, champion du monde, pourquoi pas. Et notre fierté, c'est de voir notre drapeau flotter dans des joutes internationales. Faire de la natation ou choisir d'être handballeur, ce sont là des vœux qui doivent être accompagnés par la science afin de pouvoir fixer les objectifs avant de les atteindre. Cette science est très importante, surtout qu'elle ne demande pas beaucoup de matériel. On peut avoir, c'est-à-dire en dehors de l'impédensomètre, là, on peut avoir juste un mètre ruban et déterminer la taille, le poids. Et surtout, nous, si on parle de la discipline de handball, ce sont 4 caractéristiques qui ont un rapport avec la discipline, qui n'est autre que la taille, le poids, l'envergure et l'empont. Dans notre cas, la natation. Donc on choisit déjà en premier lieu de visu, c'est-à-dire on utilise la méthode d'anthroposcopie, on voit à peu près les différents caractères morphologiques de l'enfant, c'est-à-dire la largeur des épaules, la taille, la longueur de segments corporels, pour voir si c'est bien pour la natation ou non. L'objectif du laboratoire cette fois-ci, c'est de médiatiser un peu plus cette partie incontournable de la science du sport, qui a été jusque-là presque ignorée. Ce qui est malheureux, par contre, c'est les résultats de ces recherches qui restent souvent dans les tiroirs et qui ne sont pas utilisés par notre mouvement sportif national, à savoir les fédérations, les clubs, etc. Malgré ça, on ne baisse pas les bras, ce sera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on parte et on laisse, Inch'Allah, une excellente relève derrière nous. Associer la biologie au sport de performance est l'autre aspect développé par nos chercheurs dans cette journée scientifique. Avec de petites corrections, des erreurs de structure, de l'entrée des mouvements des bras, la sortie, le relâchement du bras, nous pourrons au moins améliorer une 40 secondes, une seconde et 40 centièmes de seconde la performance. De petits détails qui font la différence et qui sont méconnus d'un bon nombre d'entraîneurs. Et en attendant l'indispensable coordination entre le scientifique et le sportif, le laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport continue sa noble mission. Encore une fois, chapeau bas à ces messieurs et à ces dames. Et nous avons, comme par hasard, aujourd'hui un élève de l'ISTS, en la personne de Abdallah Ben Mni, et la première génération, la première promotion de l'ISTS, Nordin Hani. Une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. Là, je viens de voir Nabila Mimouniak, qui fait un coucou, donc, qui était une collègue de promotion. C'est des gens qui font un travail extraordinaire. Depuis leur sortie, la première promotion sortie en 83, ils ont continué, ils ont fait des formations post-graduées par la suite à l'étranger, en France. Mais dans ce pays, le sport n'est pas scientifique. J'arrête pas de le dire. Oui, pourquoi ce décalage ? Parce qu'on ne fait pas confiance à ces gens-là. C'est ces gens-là qui doivent être au sommet du sport. C'est ces gens-là qui savent ce que c'est que vraiment comment doit fonctionner le sport. Quand on ramène des gens qui n'ont jamais fait d'études dans le sport et qui viennent et qui pensent qu'en donnant de l'argent, qu'en donnant des moyens, on peut sortir des champions. Les champions ne peuvent sortir qu'avec ces gens-là. Ça fait plaisir. J'ai vu beaucoup de gens de ma promotion, des gens qui sont venus après, donc je ne pourrais pas tous les citer, mais ils font un excellent travail. Il faut se retourner vers ces gens-là. Il faut écouter ces gens-là. Il faut utiliser ce que ces gens-là font. Ils font des choses extraordinaires. Moi, je vais les voir de temps en temps. Mais comme m'a dit Nabila, et c'est dommage, ça reste dans les tiroirs. Réaction, Abdallah? Non, c'est déjà un plaisir pour moi et vraiment une fierté d'être l'élève et l'étudiant de ces sommités. Et il faudrait aussi dire que ce n'est pas que des professeurs, ils ne sont pas que des scientifiques, c'est des anciens athlètes. Madame Mimouni qui était ancienne gymnaste, Madame Mahour Bacha handballeuse, Madame Bonemré aussi, sans parler des autres. Tout le monde, on parle là de scientifiques qui ont fait du sport
Du coup, je pense qu'ils peuvent vraiment donner beaucoup à ce sport national. Et pour moi, vraiment, c'est un honneur d'être leur étudiant. Et vraiment, déjà, je suis en 3e année et j'apprends vraiment beaucoup chez eux. Vous êtes athlète, vous êtes compétitif. Est-ce que vous sentez ce décalage entre la science et le sport? Oui, déjà, lors de ma première année, j'ai vu que, limite, j'ai même dit ça à mes coéquipiers, que limite, on ne faisait pas de sport. C'était... C'est la sensation, quoi. Oui, limite, on ne faisait pas du sport parce que quand j'ai eu la chance d'avoir des cours vraiment qui sont très intéressants, surtout de biomécanique, de biométrie ou bien d'anatomie, on voit que vraiment le sport, c'est pas que un terrain et courir dans un terrain. Non, c'est vraiment plus important que ça. Et j'espère vraiment, surtout avec les jeunes, surtout avec les jeunes, parce que tout ce qu'a parlé de ce qu'a parlé Madame Mimouni lors de ce colloque, c'était par rapport à ça, pour l'orientation des jeunes. Un jeune, on peut savoir à l'âge de 6 ans, 7 ans, on peut vraiment connaître où il va vraiment être performant. Alors je pense qu'on devrait vraiment entendre et écouter ces gens-là. Le décalage existe, peut-être on pourrait rattraper Smaïl Belkhaïdia le coup avec une meilleure médiatisation, c'est l'objectif du laboratoire. Ouais, je crois que là aussi on a un rôle à jouer en tant que journaliste, on essaye d'être là, mais je pense, c'est vrai que quand on regarde la science, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Et c'est l'impression de faire n'importe quoi. Donc c'est bien d'avoir la formation scientifique et académique aux côtés de la performance du terrain. Les deux, ça serait très bien. Et je pense que encore les sports co, comme le handball, le basketball, il y a beaucoup de gens scientifiques dans le football, beaucoup moins. Très bien. Voilà, c'était un petit peu un retour sur cette journée scientifique. Encore une fois, grand bravo à ces messieurs et à ces dames qui ne lâchent pas et qui sont toujours présents pour former surtout de jeunes générations. Quand on vient de dire, on vient d'écouter Nabila Mimouni parler du moment où elle va partir en retraite, elle va laisser place à des jeunes bien formés surtout. Juste, j'ai appris donc le mari de Nabila, donc M. Mimouni, qui est spécialiste en basket, était très malade, donc on lui souhaite un prompt rétablissement à M. Mimouni. Prompt rétablissement à M. Mimouni. Voilà. On passe à toute autre chose, on change de décor pour parler de la natation et les championnats nationaux que nous avons vécu, que Canal Algérie a vécu donc durant 5 journées à la piscine de Bab Zouar. Notre collègue donc Seyd Ahmed Bouraïb était présent et nous résume cette compétition qui a été surtout marquée par plusieurs records et une forte participation. Un niveau technique élevé, 9 records brisés et une victoire méritée. C'est l'essentiel qu'on pourra retenir de ces 5 jours de compétition. Je salue tout d'abord le travail fourni au club à travers des entraîneurs algériens qui ont réussi aujourd'hui un défi, c'est de former des athlètes, les jeunes catégories et aligner des records la catégorie Open. Je pense aujourd'hui que le bilan est très positif. Nous devons aujourd'hui se pencher sérieusement sur le futur qui va arriver rapidement. Nous avons plein de compétitions qui vont arriver très vite, notamment les compétitions internationaux. Aujourd'hui, la bonne santé de nos athlètes nous laisse optimistes aussi pour la réalisation, pourquoi pas, de minima de participation pour le championnat d'Afrique et les JO. Les victoires s'arrachaient au centième de seconde près. Le GSP a terminé à la première place du classement avec 68 médailles, dont 32 en or. Loin devant l'USMA et ses 11 médailles, dont 5 en or, et l'ASPTT avec 14 médailles, dont 4 en or. Côté record, la performance de Abdullah Arjouni a souligné. Double médaille d'or aux 100 mètres et 200 mètres d'eau. Et à la clé, 3 records dans ces deux distances. Tout comme Nazim Benbara sur 50 mètres d'eau et Jawad Sayoud sur 50 mètres 4 nages. On a travaillé dur pour réaliser ces performances. C'est déjà bien de nager sur les 54. Là, on a fait 3 records, c'était pas facile, il y avait des problèmes des piscines et tout. Mais alhamdoulilah, on a réussi, on a atteint nos objectifs. Et alhamdoulilah, le meilleur reste à venir, inchallah. Moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui après un 100 nages libre. J'ai réussi à faire mon meilleur temps sur 204 nages. Bon, le temps, il était ancien, donc ça importe peu. Mais sur la manière, c'était très bien et j'ai réussi à mettre en place de nouvelles choses.
Et c'est ce qui était le plus important. Maintenant, c'est de bon augure pour la suite et pour le reste de la saison, Inch'Allah. Chez les dames, Nisrine Mjahid poursuit son ascension. Elle, qui a été à 2 doigts de battre le record du 100 mètres 4 nages au championnat interclub de Sétif, a réussi cette fois à le pulvériser. Une autre bonne note enregistrée lors de cet Open est la présence du public, et notamment des familles, tout au long de la compétition. Voilà, très belle, surtout un très beau championnat d'Algérie que vient de nous résumer Sid Ahmed Bouraïb. On passe au volleyball cette fois-ci pour parler de la deuxième journée de la Super Division messieurs, dominée par le big match entre l'équipe du NR Borj Bouaïch qui accueillait le GS Pétrolier. Le résumé nous est préparé par Nourdine Saad. C'était ce choc de la deuxième journée entre le NR Borj Bouaïch, champion sortant, et le GSP, détenteur de la dernière Coupe d'Algérie de volleyball. L'équipe Borji, emmenée cette saison par l'ex-entraîneur national, le cubain Diego Izquierdo, a été remaniée à 50% de son effectif, alors que le coach des pétroliers, Fodil Talba, peut compter pour cet exercice sur l'ensemble de ses joueurs et son armada d'internationaux. Le match a été plaisant dans l'ensemble. Borj Bouaïch a dominé le premier set en creusant l'écart à partir du 13e point pour l'emporter sur le score de 25-18. Le même scénario s'est reproduit lors de la seconde manche. Même si le GSP a montré plus de résistance, il nous a gratifié de belles facettes de jeu. Les locaux se sont finalement imposés sur le score identique à celui du premier set, 25-18. Vint enfin le set le plus exaltant de la partie. Les pétroliers ont pris les choses en main dès le début, en inscrivant point après point jusqu'au deuxième temps mort technique de cette manche qui a vu le retour des Borji qui ont montré auparavant une faiblesse dans la réception. À partir de cet instant, on a assisté à une série de parités dans le score du 18e jusqu'au 26e point. Chacune des deux équipes répondant du tac au tac. C'est le GSP qui remporte finalement le set sur le score de 28-26. Ne voulant pas laisser la chance au GSP d'espérer remporter le 4e set, El Borj a montré une domination totale de bout en bout en réussissant même à porter l'écart jusqu'à 11 points pour empocher ce set finalement sur le score de 25-13, infligeant ainsi au GSP sa première défaite de la saison sur le score de 3-7-1. beaucoup plus c'est la préparation psychologique مع الكوبا هذا اللي يعطيه الصحه صراحه وين نخدموا فونكسيون د لادفيرسير وهذه حاجه مليحه لاول مره يعني شفنا طاقم فني يعني كان في المستوى دومين امام الفريق نتاعو يلا بيان ميتريزي لو جروب تاعو وين حنايا في الاشواط الاولين يعني وين كان الفريق يعني يمشي من كل جانب يعني سواء الارسال سواء الاستقبال سواء في الشوط الثالث يعني وين رحنا حتى 28 26 وين كانت يعني كنا السات كنا قادرين نديوه ولكن هذه الكره الطائره غلطات منه من راح لنا هذاك الشوط هذاك ولينا رجعنا في المقابله وين يعني في الشوط الرابع يعني وين دومينينا المجمع البترولي يعني صراحه وين كان الارسال قوي بارابور لهم هما والحمد لله يعني هذه هي مقابله تاع القمه كما كنت تقول وهذه هي البطوله يعني راهي تلعب هنايا. Bon, disons en général le match a été plaisant mais il y a eu un petit impact physique sur quelques athlètes, surtout les joueurs qui sont revenus de leur stage, ça fait 6 mois. On n'a eu que 4 journées à préparer. On a essayé de les changer, de faire quelques rotations, mais malheureusement, à un moment donné, l'impact physique a donné raison le Borj. Bon, déjà, je tiens à féliciter l'équipe de Borj Bouaïch qui a fait un très bon match. Bon, après, pour décortiquer la rencontre, j'ai envie de dire que le premier set, on n'était pas dedans, on n'a pas très bien joué, on n'a pas géré notre match.
Et le deuxième set aussi, on a procédé à quelques changements pour pallier aux absences des joueurs principaux. Et le troisième set, on a réussi quand même à trouver le bon équilibre entre le centre et les ailes. Donc ça a donné une victoire et un bon set, un set disputé. Puis après au troisième set, le score était quand même assez serré. Puis à la fin, on n'a pas su gérer les points forts et les points faibles de l'équipe adverse. Du coup, voilà, on n'a pas réussi à gagner. Mais bon, ce n'est que la deuxième journée, comme vous l'avez si bien dit. On va essayer de poursuivre le championnat et de jouer toutes nos chances concernant le titre. Ah, c'était un gros plan sur cette rencontre. Très belle affiche entre le GSP, plutôt le Lener Borj qui accueillait le GSP. Et on revient et on voudrait avoir l'avis surtout de notre consultant Nordin Hani sur cette longue trêve, plus de 2 mois avant de jouer la deuxième journée. Écoutez, je pense que c'est devenu une habitude, cette rêve. Elles n'ont aucune raison, parce qu'un championnat, je vous l'ai dit au départ, c'est une dynamique. Il est dessiné au départ. Il doit répondre à des critères, un championnat. Mettre des trêves pour mettre des trêves, ça ne sert à rien. Les entraîneurs ne peuvent pas travailler dans ce sens. Parce que l'entraîneur, au départ, il a son programme de préparation, il a ses matchs, il a sa compétition, il a ses moments de forme sportive, il a beaucoup de facteurs qu'il doit atteindre. Là, on continue, on fait du bricolage, c'est du bricolage. Les fédérations font un championnat pour faire un championnat, alors que le championnat doit être une suite, doit être une préparation des éléments, non seulement de l'équipe nationale, mais également des éléments qu'on veut pousser vers le haut. Donc faire des trêves pour faire des trêves, une trêve on l'a fait, et on ne la fait pas de 2 mois. Même une trêve, à la fin d'un championnat, un joueur ne peut pas rester plus de 2 mois. Nous on les voit faire 5 mois de trêve, 6 mois de trêve, et après on se demande pourquoi le sport algérien va mal. Et vous l'avez montré, il y a des scientifiques qui peuvent expliquer cela à tout le monde. Voilà, il faut se diriger à l'ISTS pour avoir la réponse. Le second match qu'on vous propose, c'est celui qui a opposé l'ASV Blida face au Wydad de Tlemcen, défaite des Blidéens devant une équipe qui a fait un long déplacement. Le Wydad de Tlemcen, 3-7-1, nous avons les images, 16-25 en faveur de Wydad de Tlemcen au premier set, 22-24 toujours pour Tlemcen au deuxième set. Au troisième set, le retour des Blidéens 26-24 et enfin le Wydad qui termine sur un troisième set 25-20 alors que le Blidéen voulait le tie-break. Ça n'a pas été le cas. On va écouter l'un des dirigeants de l'équipe de Tlemcen parler de cette victoire et surtout de son équipe. On a mené par 2-7, puis on a fait des changements peut-être qu'il ne fallait pas faire. Et c'est comme ça, il faut gérer. Maintenant, le plus important, c'est ce qui va venir. On va commencer à jouer 2 fois par semaine. On vient d'écouter M. Hadi, donc un des dirigeants de l'équipe de Tlemcen, au micro de notre collègue Lila Ben Farhat. À présent, les résultats de cette deuxième journée. On se retrouve juste après. Vous venez de découvrir les résultats de cette deuxième journée de Super Division. À présent, place Sodam avec le déroulement de la 9e journée. Et il y avait un match à suivre entre 2 clubs de Béjaïa, le MC Béjaïa face au Racing Club de Béjaïa. Là également, nous avons les images, 3-7-1 en faveur de l'équipe visiteuse, 25-20 au premier set en faveur du NC Béjaïa. Le RC Béjaïa revient ensuite dans le second set pour le remporter 25-17. Réaction de l'équipe locale qui n'a pas duré longtemps puisque l'équipe visiteuse s'est offert donc le second set 25-21 et ainsi le troisième set 25-16 pour donner une victoire 3-7-1. Les résultats de cette 9e journée, on se retrouve juste après.
vient de découvrir les résultats de cette 9e journée du championnat national féminin. On revient à nos invités, puisqu'on parle aujourd'hui essentiellement de handball et de cette Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie a terminé à la 3e place. Et parler surtout de futur, de parler des années à venir, parler des mois à venir, parler de la programmation et de l'élaboration d'un programme à long terme. Abdallah Benmeni, on a parlé de la stabilité qu'on doit préserver, stabilité du staff, de la direction technique. Et à présent, beaucoup plus, on va s'intéresser aux joueurs qui aurait pu alimenter cette équipe nationale, mais c'était le choix de l'entraîneur national. Il a travaillé avec un groupe, il a cherché beaucoup plus la cohésion. Il y a d'autres joueurs qui méritent d'être en équipe nationale, certainement. Bon, certainement, qui progresse. Parce que l'Algérie a beaucoup de potentiel, du coup je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens. Mais après, le choix reste le choix de l'entraîneur parce que c'est lui qui connaît sa tactique, sa philosophie du jeu. Quel genre de joueur il en a besoin. Là, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps pour connaître les joueurs, voir les joueurs qui évoluent dans le championnat national, voir les joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Je pense que maintenant, on a beaucoup plus de temps. Il y a déjà, on a préparé le championnat du monde qui sera dans une année. Aussi, il y aura le tournoi qualificatif au JO qui sera en avril. Je pense que c'est vraiment proche. Du coup, il n'y aura pas beaucoup de changements, je pense. Mais après, c'est l'entraîneur qui a, je pense, une idée. Il a déjà une idée. Je pense qu'il aura la chance de voir les matchs du championnat qui va recommencer la semaine prochaine avec les playoffs, les big matchs du championnat national. Mais le plus important, c'est de se fixer des objectifs à long terme. Pour moi, pour ma propre personne, je pense vraiment qu'on doit dès maintenant penser au prochain championnat d'Afrique et même celui d'après de 2024 qui sera ici à Alger et qui sera qualificatif au JO de Paris. Je pense que c'est le plus important de partir au prochain championnat d'Afrique en 2022 qui sera au Maroc, déjà partir en conquérant. Pas comme cette fois-ci, on s'est dit on part en demi-finale. Là, la prochaine fois, on partira en conquérant. Si on gagne le titre, ça sera très bien. L'essentiel, c'est d'avoir cette image d'une Algérie conquérante. Et après, comme ça, quand les autres vont venir chez nous à Alger, ils vont venir chez un grand d'Afrique. Ils auront déjà peur, cette peur psychologique qui va aider notre équipe nationale à chercher le titre. Déjà sur le plan mental, et vous êtes là pour... Juste pour l'info, donc je donne un scoop. Oui. Le championnat ne va pas se terminer. Il va se jouer sous forme de tournoi. On n'aura pas le temps de faire un championnat normal. Donc, puisqu'il y a des éliminatoires, il va y avoir... Donc, il y aura un changement aussi. Beaucoup Coupe d'Afrique des clubs. Donc, j'ai eu une discussion avec Habib Laban et Karim Bouchkor. Et donc, on a fait une proposition pour qu'ils réunissent tous les entraîneurs, tous les techniciens, et qu'ils trouvent une formule qui soit bénéfique et pour l'équipe nationale et pour... donc ça va se jouer pour la programmation qui reste, oui. Ça va être bien parce que ça va être des matchs intenses et le sélectionneur aura l'occasion donc de voir. Donc il va y avoir... ça va passer selon vous par l'Assemblée Générale ou bien... Non, c'est une collège technique. C'est le collège technique qui peut proposer. Et puis après, même si ça doit passer par l'Assemblée Générale, je pense que ça passera. Quand il y a un collège technique, c'est associer les entraîneurs pour qu'il n'y ait pas cette division, pour qu'il n'y ait pas cette... Parce que beaucoup veulent jouer le titre, d'autres... Mais en faisant comme ça, quand les entraîneurs... D'habitude, on ramène les présidents pour discuter d'une formule de championnat. C'est ridicule, il faut revenir. Maintenant, on a une direction technique nationale. Il faut créer le collège technique national et discuter d'une formule qui soit bénéfique. Parce que la grosse vitrine d'une discipline, c'est l'équipe nationale. Donc, on va penser à l'équipe nationale. On a les éliminatoires, on a les Jeux méditerranéens, on a les championnats du monde, et il faut aller vers ça. Très bien, c'est bien d'avoir déjà des échéances pour établir une bonne programmation. Je voudrais revenir sur l'aspect mental de l'équipe nationale qui a retrouvé l'envie de vaincre, et vous étiez présent, et Ismaël Boulkhaïdia, vous étiez le témoin de Canal Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous avez trouvé surtout la relation, tout d'abord, entraîneur-entraîné, et la relation entre les deux, Alain Porte et Tahar Laban, entraîneur adjoint? Bon, moi j'ai un regard qui est journalistique, très différent.
c'est que d'abord, quand il y a une ambiance au sein du groupe, une bonne ambiance, une bonne entente, tout va. Ça veut dire qu'on oublie un peu les imperfections, il y a une entraide, j'ai senti une cohésion et une symbiose entre les joueurs. Ça, c'est important. Alors, la relation, il y a beaucoup, d'abord, il y a un respect entre l'entraîneur et les joueurs, c'est qu'ils sont attentifs. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, ils sont là. Et puis, on sent qu'entre Laban, l'entraîneur adjoint et Alain Porte, il y a une complicité, ils sont tout le temps ensemble en train d'échanger. Donc ça, c'est des regards on observe, hein, c'est un truc d'observation. Et on sent que là, même, il y a une cohésion entre ces trois, parce que ces trois entités. Je ne parle pas de la fédération, je ne parle pas, et puis le directeur technique est tout le temps présent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, 4 entités là, qui travaillent avec le même objectif. Je ne sais pas si ça se faisait avant, peut-être Nordin. Mais là, voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Parce que tout le monde a apprécié le fait qu'il y ait une cohésion entre ces 4 personnes. Et puis, enfin, pas personne, mais ces 4 entités, parce qu'il y a joueurs, entraîneur adjoint et directeur technique national. Là, on sent quand même qu'il y a du travail. Moi, si vous voulez, pour mettre un peu de l'eau, ouais. Moi, je crois que l'exemple à suivre, c'est nos amis égyptiens. Ouais. C'est que moi, j'ai vu certains joueurs de cette équipe qui vient de remporter la coupe. Je les ai vus au jeu de l'amitié. C'était jeune. Et je crois que s'ils sont dans la continuité et ils préparent à long terme. Donc, si on veut préparer 2024, on est en retard. C'est commencer à 2028. Voilà, il faut déjà commencer, on est en retard. Bon, la première question que j'ai posée, quand j'ai eu là-bas, on me dit, il aurait pu y avoir un autre joueur. Je lui dis, est-ce que l'entraîneur a prospecté? La prospection, c'est important. Et il faut avoir du temps. Là, on a une année, on est en retard. Il n'a pas assisté, je crois, Abdallah, à beaucoup de matchs. Une ou deux rencontres, on m'a dit. La finale de la Super Coupe. Juste la Super Coupe. C'est pas suffisant. On m'a dit qu'il y a d'excellents joueurs dans les régions. Notre Dinani m'a parlé d'un joueur à Naba, d'Ain Touta. Je pense que. Boudjina qui joue en Turquie, qui a raté un stage à cause d'un problème de visa, c'était pas sa faute. Mais ça reste un élément de valeur. On a trouvé un manque au niveau de l'aile gauche. Son poste où il joue. Voilà. Mais je pense que lui, bon, on va le récupérer. Vous avez parlé de cohésion, c'est bien. C'est vrai qu'il y avait une cohésion à l'importe, à Laban, Karim Bishkour qui ramène un plus. Il faut que la cohésion soit beaucoup plus grande. Il faut que maintenant on arrive à instaurer un climat de confiance entre le staff technique et les techniciens de club. C'est peut-être la prochaine étape. J'espère que ça va l'être. Les dirigeants sont ouverts à cette idée? Mais les dirigeants n'ont rien à avoir. Les dirigeants sont là pour ramener des moyens, ils sont là pour ramener des sponsors, ils sont là pour aider. Non, mais pour placer le climat favorable, surtout. Absolument. Mais il faut que Karim Bishkour s'impose et arrive à créer... Qu'on le laisse travailler. Qu'on le laisse travailler et qu'il arrive à regrouper autour de lui un collège technique. C'est ça qui va faire notre force. Parce que si on revient un petit peu en arrière, un certain Dhili n'a pas eu le temps mais je vous ai dit, pour travailler surtout. Absolument, je vous ai dit que pour faire une formule de championnat, on ramener des présidents de clubs, des présidents qui n'ont jamais touché une balle dans une balle, qui ne savent pas ce que c'est que les objectifs, qui ne savent pas ce que c'est. Il faut revenir. Pourquoi on s'est battu pendant 2 ans et pourquoi j'ai fait la paix avec Habib Laban? C'est parce qu'il comprend maintenant qu'il faut une direction technique, mais il faut dire les choses. La guerre, il faut de la paix. Il faut la paix. Non. D'ailleurs, est-ce que je peux dire quelque chose? Même si mais moi, à mon avis, hein, c'est vrai que vous venez de dire quelque chose de très important. C'est bien que l'entraîneur national, maintenant qu'il y a, réunisse les coachs et parle de ses besoins. Moi, j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas, j'ai besoin de 2 ailiers. Est-ce que les techniciens connaissent les joueurs? Ils savent. Et puis, c'est vrai que vous avez raison de dire, on travaille tous pour l'équipe nationale, c'est pour l'intérêt national. Ça ne sert à rien d'avoir un championnat de très haut niveau et une équipe nationale faible. Non, notre objectif premier, je pense, en tant d'abord que journaliste sportif citoyen, c'est l'équipe nationale. C'est l'Algérie. À mon avis, si on a un objectif à très court terme, il est là. Avril, c'est dans 2 mois. Combien de regroupements il va faire l'entraîneur? 2, 3? C'est peu.
Je crois qu'il en a demandé un à partir du 10, il va commencer. C'est peu, Nordin. Ça va être beaucoup plus... un apprentissage, j'ai compris. Des matchs de préparation. Mais c'est pour ça qu'il faut agrandir la prospection, agrandir, et puis rajeunir encore plus l'équipe. Elle a 24-25 ans. Mais il y a des joueurs, comme a dit Benmini, qui ont fait des beaux jours de l'équipe nationale. Il ne faut pas le reconnaître. Quand on parle d'un joueur et qu'on dit il est âgé, les gens ont l'impression qu'on veut les... Non, Briah a un palmarès qui fait rougir des Coupes d'Afrique, des championnats d'Afrique, des Coupes d'Afrique, des clubs. Berkous, c'est un joueur, c'est un joueur mondial, Chabour également, mais c'est ça, il y a des renouvellements qui doivent se faire progressivement. Le passage de témoin. Le passage de témoin, il doit se faire. On ne ramène pas. Moi, j'ai vu un Naïm, le joueur de Skikda, il est excellent, mais il manque encore, il lui faut des matchs à ce joueur. Et de la confiance, surtout. Et de reconvertir de la confiance. C'est pour ça que je parle qu'il faut d'abord regrouper, réunir la famille du handball, la vraie famille du handball. Et rapidement pour faire un débrief déjà. Absolument. Alors, on quitte le handball momentanément puisque nous allons clore tout à l'heure avec 3 bonnes minutes. Et à présent, on va parler de basketball, et basketball féminin plus spécialement. Et la nationale 1 dame, 8e journée. Nous sommes allés couvrir donc la rencontre qui a opposé la JF Kouba face au MT Sétif, une équipe qui fait sensation cette saison puisqu'elle est classée 2e derrière le GSP. Victoire nette et sans bavure des Sétifiennes ici à Kouba. Compte rendu Linda Taboul. Face à une équipe qui se trouve à la 2e place du classement général, les Algérois sont entrés dans le match déterminé. احنا رايحين نديروا كاع واش في وسعنا باش نديروا مقابله جميله باش نقدموا مقابله جميله نحضروا بها لي بلاي داون. Le match a été très compliqué pour le GF Kouba. Contrairement aux Sétifiennes qui ont frappé fort d'entrée et ont dominé le match de bout en bout, en profitant des points faibles de leur adversaire. Les protégés de Boulamia Moussa ont pu prendre ainsi un avantage considérable, sans laisser aux Algéroises la possibilité de revenir au score. Les 3 cartons se sont terminés sur le score de 19-10 le premier, 37-16 le deuxième, et la 3e partie du match s'est terminée 53-22. La rencontre s'est achevée sur le score de 63-33 en faveur des camarades de Ketfi Ismaël. Et on est satisfait de notre rendement parce qu'on travaille très dur, parce qu'on a un objectif, c'est d'avoir le titre. Alors notre objectif, c'est de décrocher un titre cette année. On travaille pour ça. On a une équipe jeune avec quelques-unes expérimentées. On travaille, on est en progression. On essaye dans la 2e phase, la phase des playoffs, qu'on sera à notre meilleur niveau. On est passé par des périodes difficiles au niveau du club, mais maintenant on a procédé à des changements qui commencent à aboutir. Donc on ressent qu'il y a un certain changement, mais c'est surtout à long terme. Donc on a donné ce qu'on pouvait pour le moment. Cette 8e journée, on va tout de suite les découvrir à travers le synthé, bien évidemment. Victoire du RC Borj Bouaïdj face à USND Marine. Victoire donc surprenante victoire, 67-56. Le GSP s'est baladé devant l'Olympique Club d'Alger, 117-45. L'USA Batna a été battu chez elle par Consider, 39-52. Comme vous venez de le voir, JF Kouba qui s'incline devant l'MT Sétif 33-64. Le GSP est toujours leader avec 16 points. MT Sétif en seconde position avec 15 points. 3e, le RC Borj Bouaïdj, 14 points. Et en bas du tableau, Lanterne Rouge, l'USA Batna, 8e avec 8 points seulement. Après le basket, on termine les 2 voire 3 dernières minutes de cette émission, toujours avec le handball, et on vient de parler en long et en large de la participation algérienne à cette Coupe d'Afrique des Nations et du grand retour de l'Algérie sur le podium, puisqu'elle a terminé 3e après une belle victoire face à l'équipe angolaise. L'Égypte a pris la 1re place, la Tunisie seconde, qui a été battue chez elle, et la Tunisie qui n'a pas digéré cette défaite face à l'Égypte, puisque le match s'est terminé donc avant terme, à 15 secondes de la fin, puisqu'il y a eu un envahissement en terrain, et donc problème d'indiscipline à ce niveau.
Écoutez, la Tunisie, le jour où elle a décidé d'organiser ce championnat d'Afrique, c'était pour se qualifier aux Jeux Olympiques. C'était leur objectif le plus important. Et je pense que le match qu'ils ont fait contre l'Angola les a un petit peu trop gonflés. Mis en confiance. Alors que l'Angola, je peux vous assurer que l'Angola, après un quart d'heure, 20 minutes de jeu, ont lâché le match, ils préparaient le match de l'Algérie. Ils préparaient le match d'Algérie. Les Égyptiens ont été doucement, les Égyptiens travaillent doucement mais sûrement. On doit prendre exemple sur les Égyptiens, champions du monde U19, 3e U21, une équipe senior qui va bien, tout est tranquille chez eux, ils méritent cette Coupe d'Afrique. Les Tunisiens seront toujours là, mais attention, il y a l'Algérie qui arrive. Ah oui, qui arrive à grands pas, parce que bon, c'est bien de dire. C'est difficile de l'arrêter à présent. Maintenant, oui, mais j'ai senti. Je vais vous dire quelque chose. Au début, c'est vrai que bon, l'objectif, on sait que l'équipe était quand même décimée il y a à peine 6 mois. Elle était en déconvenue. Bon, mais après, j'ai senti quand même que nos adversaires avaient très peur de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'au bout du deuxième match, ils ont compris qu'il y avait du jeu, que c'était sérieux. Et ceux qui nous ont pris très au sérieux, c'est d'abord les Marocains. C'était un match très difficile, très disputé, et c'était un beau match. Après, ce sont les Tunisiens. Donc, quand on fait peur à l'adversaire, ça veut dire qu'on est là, qu'on est présent. Et on a mené face à ces deux équipes. On est la seule. Alors, il faut dire, bon, je vais parler statistiques. Nous sommes la seule équipe qui a dominé et qui a mené au score les premiers face à la Tunisie et l'Égypte. Nous sommes les seuls. La seule équipe à avoir pris de l'avance sur l'Égypte. Avant, quand même, c'est important. Et c'est pas pour rien qu'on nous a ramené à chaque fois les arbitres espagnols. Voilà, mais bon, c'est vrai que... Voilà, les 30 dernières secondes, au moment où vous disiez que l'Algérie arrive, il y avait la jambe droite d'Abdallah Benmeni qui tremblait. Il est impatient de retrouver la compétition, il est blessé, et il revient progressivement. Abdallah, un dernier mot. Inch'Allah, oui, j'espère que vraiment on va continuer sur cette lancée et on va vraiment préparer l'avenir. Et l'avenir, il faut pas oublier les jeunes, parce que c'est vrai, l'équipe nationale A doit vraiment continuer à travailler, mais les jeunes, c'est eux qui vont vraiment construire l'avenir de l'Algérie. Merci, les jeunes qui vont construire l'Algérie rapidement. Alors, rapidement. Un coucou d'abord aux confrères qui sont allés avec nous, Hadji, Hamza Mziane et Toufik. Rapidement, on a fait demande de générique. C'est donc un ancien dirigeant du handball algérien, à ses enfants et ses petits-enfants qui ne ratent pas qu'en Algérie. Voilà, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Amel Benbatouche. Merci à l'équipe du studio numéro 7 et merci à Faudel Nordé. On se retrouve lundi prochain. On fait comme ça, Hito.